Axel, comment ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation pour être dans le break. Alors, je vais tout de suite démarrer par quelque chose que je voulais te demander déjà depuis un certain temps. Je pense en fait que la première fois que je t'ai vu, c'était déjà à Ronsard. Parce que si mes souvenirs sont bons, tu as gagné un championnat de Belgique de basket à Ronsard. Est-ce que j'ai des bons souvenirs Très ou bon. pas? Je pense que tu as même explosé Ronsard et ce jour-là, moi j'étais supporter de Ronsard et j'ai rencontré un gars dont on m'a dit il s'appelle Axel Hervel et je l'ai pas beaucoup aimé parce que tu as gagné quasi à toi tout seul la finale avec Saint-Louis ou C'est ça, oui. c'est ça? Ah ben tu Des vois. bons souvenirs. Bon, j'ai pas le souvenir d'avoir explosé Ronsard. Je pense que ça a été un match très difficile. Mais avec de bons joueurs en plus, qui étaient coéquipiers avec moi en équipe nationale à l'époque. Mais c'est des bons souvenirs, oui. Mais moi, j'étais ami d'enfance de Stéphane Tison, Ah qui oui. jouait à Ransard, qui a joué un peu au Spirou également. Et donc, je le suivais Ah, mais dans... c'était une belle équipe, hein. Ouais, c'était... Mais vous aviez gagné. Ouais, Saint-Louis avait gagné. Donc, j'avais quand même un bon souvenir. ouais. On va passer un peu de temps ensemble. L'idée, c'est de retracer un peu ta carrière et puis tes objectifs aujourd'hui. Donc, Saint-Louis, c'est ton école de formation basket. C'est là où tout commence pour toi. Oui, c'est une étape importante dans mon évolution au niveau du basket. J'ai commencé à Comblain-au-Pont. J'ai fait deux années à Saint-Louis, puis je suis passé à Pepinster, C'est ça. où là vraiment ça a été du développement plus poussé, du haut niveau. Oui. En école de jeunes, tu étais déjà à Pepinster. Tu as fait une partie de l'école de jeunes à Pepinster. J'ai fini ma formation à C'est Pepinster. ça. Oui. Pepinster, puis en D1, C'est ça. avec la grande époque, je vais dire, de Pepinster, avec certains joueurs qui étaient déjà liés au Spirou dans cette équipe-là, ou alors c'est après toi qu'il y a eu des rapprochements entre Pepinster et les Spirou. Non, c'est après. C'est ça. Mais en effet, il y a beaucoup de joueurs de l'époque, Sacha Massot, Oui. Dimitri Jorsen, qui sont passés de Pepinster vers Charleroi. Donc, oui. Après Real Madrid, Mhm. la grande épopée du Real Madrid, à ce moment-là, tu es aussi je pense que tu es le premier Belge drafté en NBA, C'est ça. si C'est ça, si ouais. mes trucs sont bons. Mhm. Comment ça se passe justement à un moment donné? Tu es un des meilleurs joueurs du championnat belge à Pepinster. Comment est-ce que tu sautes le pas de dire, voilà, je signe au Real Madrid, qui est un des clubs comme en football les plus emblématiques de basket? Donc, durant cet été-là, j'avais eu plusieurs propositions de rachat de contrats, Oui, mais qui n'ont vraiment jamais été valorisées, où j'ai préféré terminer aussi mon développement professionnel encore une année à Pepinster, jusqu'au jour où l'offre de Real Madrid est tout simplement... Euh, on peut pas refuser une offre comme celle-là, donc c'est le club avait difficile. un intérêt, moi j'avais sur le plan sportif forcément beaucoup d'ambition, donc aussi une volonté, donc au final on a pris la décision de partir en avance, oui, plutôt que sur le programme prévu. Et quand on arrive au Real Madrid comme ça, c'est un autre monde au niveau du basket, au niveau de l'encadrement, au niveau... Oui, c'est pas loin de la NBA, c'est vraiment professionnel, c'est l'encadrement, c'est la structure, l'organisation, donc c'est vraiment concentré basket et on fait que ça pendant une longue saison. Donc il y a beaucoup de matchs, donc on est très bien encadré et voilà, c'est du haut niveau. C'est quoi les trucs qui t'ont peut-être plus impressionné ou le plus choqué, mais dans le bon sens du terme, quand tu arrives comme ça au Real Madrid? L'encadrement, c'est très professionnel. Il y a beaucoup de personnes. On nous lave le linge. On ne doit pas porter nos chaussures. On doit juste venir avec son petit nécessaire pour prendre nos douches. Les voyages sont confortables. On n'a pas de tracas. Voilà, on fait en sorte qu'on soit au repos. La nutrition est top. Les infrastructures sont incroyables. Tout ça, voilà, ils investissent énormément d'argent et puis il y a de la notoriété, il y a beaucoup de visibilité pour ce sport. C'est En tant que joueur professionnel de basket, c'est le meilleur endroit pour évoluer. Et tu arrives, comme le petit Belge qui vient de Pepinster, mais tu deviens quand même assez rapidement titulaire indiscutable et finalement une des stars de l'équipe, si je peux parler comme ça.
beaucoup de travail, oui, c'est ça. Donc, enfin, on est champion après la première année. En effet, j'ai été drafté. Et puis, il y a des objectifs qui sont vraiment apparus. On a gagné une Coupe d'Europe ici à Charleroi. Donc, puis on a gagné un deuxième titre. Donc, il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées sur ma période au Real Madrid. Et c'est à ce moment-là que tu te fais drafter en NBA. Après la première année au Real Madrid. Comment ça se passe en fait? Parce que tu es le premier Belge drafté, mais tu n'as pas joué en NBA. Comment, parce que les gens ne comprennent pas toujours ce phénomène justement de dire, bah, tiens, il a été drafté, c'est comme s'il avait été acheté ou sélectionné, et puis finalement, il ne joue pas. C'était Denver, c'est ça qui t'avait... C'est ça. Donc c'est un chouette concept en fait pour équilibrer un peu le niveau de la compétition. Oui. C'est chaque équipe NBA, donc il y en a 30, choisit parmi les moins de 21 ans au niveau mondial. Ils ont droit à 2 tours de draft. Donc il y a 30 choix dans le premier tour et 30 choix dans le deuxième tour. Il faut savoir que moi j'ai été élu à la 52e position. Donc deuxième tour, il n'y a aucun contrat garanti. Donc c'est des négociations avec les franchises. J'ai été là-bas durant un été faire un peu des essais et discuter avec la franchise. Oui. Et il n'y avait aucune vraiment garantie de temps de jeu ou d'évolution ou d'objectifs. Ce qui, moi, était très important à l'époque parce que je voulais vraiment avoir un impact dans un groupe, avoir des objectifs à atteindre et surtout jouer. J'avais vraiment envie de jouer. J'avais cette crainte d'aller en NBA et ne pas avoir de temps de jeu, exactement. Et est-ce que à un moment donné ça a été un regret ou alors tu te dis non, j'ai fait le bon choix, c'était ce choix-là et... Non, je pense que j'ai tout donné ou je me suis donné vraiment l'opportunité d'y arriver. J'ai dû faire un choix parce que, en effet, moi, l'objectif c'était aussi de continuer. J'étais sous contrat aussi avec Real Madrid, donc il y avait aussi un aspect économique. Même si je pense que l'étape suivante pour moi à ce moment-là, c'était essayer de gagner l'Euroleague. Et c'était un réel objectif et j'ai pris cette décision-là en disant, ben voilà, l'objectif avec le Real Madrid, c'est de gagner l'Euroleague et on a été très près, on n'y est pas arrivé, mais c'était mon choix. Et par rapport au niveau, est-ce qu'une équipe comme le Real Madrid pourrait avoir le niveau en NBA ou alors est-ce que là, on est de nouveau une énorme différence? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que entre le championnat européen et même quand on voit les États-Unis maintenant regagnent, mais n'ont pas gagné systématiquement toutes les coupes du monde, les Jeux olympiques, etc. de basket. Comment On a joué avec le Real Madrid des matchs amicaux contre des équipes NBA. On a d'ailleurs gagné le Toronto Raptors en pré-saison. Il y a clairement une différence de style de jeu, mais je suis convaincu que des équipes d'Euroleague peuvent être compétitives dans la NBA. C'est un format différent, encore une fois, c'est 48 minutes, c'est beaucoup plus showtime. C'est plus spectacle. Spectacle, oui. C'est beaucoup plus athlétique aussi. Ouais. Mais en termes de stratégie tactique, l'Euroleague, le niveau Euroleague a vraiment toute son épingle à tirer de là. Donc ça peut être des duels très intéressants et je pense vraiment que la NBA va, dans un futur relativement proche, essayer de se développer vers l'Europe. Oui, tu penses qu'il va y avoir des équipes européennes qui pourraient jouer en NBA? Oui, je pense que Londres essaye de se positionner. On le voit déjà qu'ils investissent énormément dans le basket. Londres maintenant est en Eurocup, essaye d'arriver à toucher l'Euroleague. Paris également investit énormément d'argent. Donc je pense qu'il y a possibilité que la NBA grandisse. Ensuite, tu pars à Bilbao, ouais. Après le Real Madrid. De ce que je sais à ce moment-là, il y a déjà des premières touches avec Charleroi, il y a déjà des contacts à certains moments, juste avant que tu partes à Bilbao, ou pas encore. C'est des infos que j'avais à un moment donné quand on était assez proche des Spirou, qui nous disaient ouais, on aimerait bien, en tout cas eux aimeraient bien faire revenir Axel Hervel. J'ai toujours été très, très en contact avec Charleroi, même à l'époque de Pepinster. Donc j'avais beaucoup de bonnes relations, notamment avec Gabriel Jean, avec qui je connais depuis maintenant presque 20 ans, et on discutait beaucoup du projet Charleroi. Mais c'est arrivé vraiment sur la fin de mon étape à Bilbao. Ouais. C'est ça. Et donc ton retour à Charleroi, là, en tant que d'abord joueur, où tu joues deux ans, c'est ça, ouais. Tu reviens un peu dans
déjà dans l'objectif après de t'impliquer dans le staff, c'est déjà dans le projet à ce moment-là quand tu reviens? Oui, 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 je reviens avec l'objectif d'entamer une transition vers la gestion sportive du club de Charleroi. Oui. C'est quelque chose que tu avais déjà en tête depuis un certain temps, de dire après mon après-basket, à partir de finalement de quel âge est-ce qu'on commence à réfléchir à l'après-basket? C'est une bonne question. Hein. Moi, j'ai toujours, enfin, à partir de 28-29 ans, j'avais déjà cette, j'ai envie de dire, inquiétude. Je crois Mhm, que pour un sportif, toutes les transitions sont importantes. Et la mienne, ben, j'appréhendais cette transition post-carrière. Parce que bon, ben, on n'est pas formé comme tout le monde. Hein, donc, moi, mes études étaient plus courtes. Je me suis investi à 100% très jeune. Donc, j'appréhendais énormément cette transition après carrière. Et Gabriel Jean était très ouvert à la discussion de m'aider dans cette transition. Donc, c'est pour ça que non seulement je suis revenu en tant que joueur, mais j'ai aussi investi dans l'actionnariat du Dôme pour me donner la chance de réussir dans cette formation, parce que je voyais ça comme une formation. alors, de joueur, tu passes à directeur sportif Mhm, et aujourd'hui directeur général. mhm. Justement, comment s'est passée cette transition? Comment à un moment donné tu décides de te dire, ben, joueur, c'est le moment d'arrêter, de passer ben, de joueur avec des coéquipiers à directeur sportif et puis aujourd'hui encore plus à directeur général. Mais ton passage de joueur à directeur sportif, il se déroule comment? Donc il me restait une année de contrat en 2020 quand arrive le Covid. Mhm. Euh, et donc, bon, ça a été un petit peu un choc. Mais j'étais dans une période de transition, c'est-à-dire que je suivais une formation avec la FIBA sur le business dans le sport et dans le leadership au niveau de l'université de Newcastle. Et donc le timing s'est bien mis parce que bon, j'ai pris la décision d'arrêter à cause du Covid parce que je ne me voyais pas continuer à jouer dans des conditions parce que c'était pas très agréable à ce Mhm. moment-là. Et surtout parce que aussi je voulais protéger ma famille, je venais d'avoir des bébés, donc c'était compliqué. Et j'ai préféré anticiper ma transition et me lancer à fond dans cette formation. Et je pense que cette transition a été aidée un peu par le Covid, où j'ai pu me concentrer à 100% sur ces études, et en même temps accompagné d'Eric Schombrod, qui à l'époque était Mhm. directeur général, avec qui ben, j'ai eu un autre aspect, une autre vision du business qui était très intéressante. Et comment ça se passe justement, allez, cette modification où tu es coéquipier et finalement du jour au lendemain tu deviens patron de tes anciens coéquipiers. Comment ça a été, comment ça s'est passé pour toi dans... De mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de différence. Bon, la plupart d'entre eux étaient déjà là parce que c'était des jeunes que je côtoyais, Mhm, donc en qui je croyais beaucoup. Je voyais d'énormes capacités de développement et j'ai essayé de garder un petit peu le même respect qu'on avait dans les vestiaires. Et, et j'aime penser qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ils connaissent mon mode de fonctionnement et s'il y a un problème, il y a de la communication. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment eu de beaucoup de changements. Ne fût-ce que ben, on est plus trop ensemble dans les vestiaires ou sur ouais. le terrain. On est plutôt à se côtoyer en dehors. Et le coaching, c'est quelque chose que tu n'as pas envisagé ou c'était pas dans ce que tu avais envie de faire plutôt que... Enfin, c'était un choix de carrière, mais donc c'était un choix que tu as dû faire. Oui, le coaching, c'est encore un autre niveau en termes de management. Je pense qu'il faut savoir composer avec les caractères. J'aime ce que j'ai aimé, c'est de voir le sport et le business dans sa globalité, Mhm. et voir un peu ce qui se passe aussi derrière, les aspects commerciaux, marketing, financiers. Ça me passionne énormément et j'aimerais bien continuer à apprendre sur ces points-là et pas seulement me limiter, j'ai envie de dire, sur l'aspect Mhm. sportif, même si la stratégie, les systèmes de jeu, C'est tout ça quelque me chose que tu passionne, connais voilà, de... et Tu es né j'aime dedans. beaucoup dedans, j'aime beaucoup le voir, non, et l'appliquer et réfléchir, mais aussi le développement du sport me passionne énormément. Pourquoi, par exemple, le basket, ce que j'entendais beaucoup avant mon arrivée, c'est manque de visibilité,
pourquoi pas orienter dans une direction. Tout ça me passionne plus encore que la stratégie. Que la stratégie. Ton arrivée aussi, elle coïncide avec un changement de stratégie au niveau des Spirou, avec un pari sur les jeunes encore plus important qu'avant, parce que je pense que tu l'as dit même dans une interview en disant tu pourrais signer 5 Américains que tu connais, mais c'est plus l'objectif aujourd'hui du Spirou Charleroi. Oui. C'est ton ADN, ça, c'est finalement, c'est la signature Axel Hervel, c'est de dire aujourd'hui, le projet Spirou, il tourne autour de son école de jeunes et de monter des jeunes, former des jeunes et faire une équipe compétitive, parce que c'est ton objectif quand même d'avoir une équipe compétitive, mais avec des jeunes de la formation. Exactement, oui. Je suis convaincu qu'avec nos talents de chez nous, on peut y arriver. Je l'ai vécu, je l'ai vu, et on veut mettre en place un programme adapté à ces jeunes, parce que bon, c'est vrai que moi, enfin, je peux tutoyer, Oui, bien sûr. on parle d'école de jeunes, mais j'en ai pas vécu. Mes parents ont dû m'aider énormément dans la logistique, dans m'accompagner. L'école n'était pas faite pour subir autant d'entraînement, parce que Oui. je dis c'était parfois des punitions, hein, donc c'est 4 ou 5 entraînements tous les soirs jusqu'à 23 heures, il faut retourner à l'école, étudier, donc il y a rien qui est adapté pour les jeunes élites. Et nous, on met en place une académie où on essaye justement d'aider la logistique pour les parents, on essaye de soulager financièrement les parents, et surtout, on essaye de pousser les limites de ces jeunes pour qu'ils se donnent des perspectives pour être un jour professionnels. Et avec ce programme, nous, redevenir le Charleroi d'antan qui gagnait des titres. Est-ce que ça a été peut-être aussi un tournant difficile, enfin, le pourquoi du moins de visibilité, c'est justement ces Américains qui viennent un an, qui s'en vont, et un manque d'identification des supporters au projet Spirou? J'y crois à 100%. Moi aussi, mais je te pose la question, mais je J'y pense crois à vraiment. 100%, oui, oui. La stratégie que nous abordons pour l'académie est le développement du sport de haut niveau. Mais aussi l'identification. Je pense que tout ce qui se passe dans nos écoles de jeunes est très important dans la promotion et le développement du sport. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment créer une identification et faire en sorte que tous nos jeunes reviennent dans les salles et supporter nos jeunes joueurs locaux. Et non seulement les joueurs locaux, aussi peut-être étrangers, mais il faut donner une continuité au développement de ces joueurs étrangers. Moi, j'ai connu, à l'époque, c'était Ron Ellis, il a été là pendant une décennie, et Bien on sûr. s'identifiait à Ron Ellis, Marcus Faison ou André Riddick. Donc, c'est juste une paire d'identification. Parce que les Américains, comme tu dis, c'était des Américains, mais qui ne restaient pas une année, quoi. On les connaissait tous, en fait. Ils étaient quasi Carolo. Et qui avait un impact sur la région, Tout à fait. et qui avait un rôle social, et c'est ça qu'il faut un peu retrouver, ouais. C'est quoi ton plan, du coup, tu t'es donné finalement combien de temps pour à un moment donné, ben, je pense que l'école des jeunes, elle fait déjà ses preuves parce que je pense que vous avez gagné des titres justement ce week-end. Tout à fait, ouais. Donc l'école des jeunes fait déjà ses preuves, mais ils sont jeunes. C'est quoi ta perspective en termes de temps? Donc, notre académie ici n'a même pas un an. Le système qu'on a mis avec des écoles partenaires et avec des internats est tout récent. Bon, les U21 et les U18 ont été champions wallons. Nous, clairement, on se positionne sur le national. Il y a encore énormément de travail, mais la philosophie prend forme. Je pense que chaque chose doit prendre ses étapes. Maintenant, on voit aussi des résultats avec les professionnels. On est la plus Bien jeune sûr. équipe de la Binex. On est dans la Golden. On est dans les 5 premiers. C'est un travail fait par les joueurs et par le staff qui est top. J'espère redevenir à 3 à 5 ans un club vraiment Phare du championnat. phare du championnat. Oui. Ah, parce que un projet comme ça, finalement, tous les maillons de la chaîne doivent y croire, parce que le coach doit y croire, le staff doit y croire. Enfin, il suffit pas d'avoir toi comme dirigeant qui se dit on va parier sur les jeunes. Il faut que le coach se dise ok, et je pense que ça a peut-être été aussi dans les choix de se dire il faut un coach qui travaille avec les jeunes. Ça doit être. Et tout a été, je veux dire, tout a été recruté pour que tout le monde pense que
politique sportive est la bonne. Il faut aussi que nos partenaires nous suivent dans ce changement un peu politique, Ouais. parce il y a eu un changement peut-être des partenaires ne se retrouvent pas avec cette politique ou ces valeurs. Donc oui, il faut convaincre nos partenaires, il faut convaincre nos supporters, enfin tous les acteurs du basket autour de nous, ou même du projet Dôme, croient en ce qu'on est en train de mettre en place et à notre travail. Ben, les partenaires, alors je me fais un peu, mais comment ne pas croire en un tel projet, justement, de remettre en avant des jeunes du cru, de faire... De toute façon, c'est pas non plus que tu reprends une équipe qui était championne tous les ans et que tu décides de tout chambouler. Il y avait besoin d'un nouveau souffle aussi, y compris avec... Non, mais c'est important d'attirer bien ces sûr. partenaires vers cette vision qui est différente à celle du passé, montrer qu'on est cohérent. Je crois Ouais. qu'il faut montrer la cohérence dans le travail, et on voit que maintenant, depuis, j'ai envie de dire 2, 3 années, il y a de la cohérence, on continue, on maintient le cap, on réussit ou on ne réussit pas nos objectifs, mais il y a de la cohérence, et c'était ça un peu l'objectif de de ces premières années, j'ai envie de dire. Euh, et voilà, moi aussi, j'adhère à 100% à ce projet-là et j'y crois énormément. Donc, ouais, j'espère que euh, autour de nous aussi, on y croit. Alors on va revenir un peu plus sur ta carrière de basketteur. Le monde professionnel, c'est beaucoup de sacrifices. Euh, Est-ce que tu as eu des moments dans ta carrière, même jeune, en jeune ou début, où tu t'es dit non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop de sacrifices ou est-ce qu'à un moment donné, tu as toujours été déterminé en disant non, c'est mon chemin et j'y vais? Non, j'ai toujours la détermination, j'aime bien, et ça a toujours été ma force. Maintenant, je peux comprendre que pour d'autres athlètes, c'est difficile. Moi, je ne voyais pas des sacrifices, je voyais une opportunité. Ouais, tu ne l'as jamais vécu comme des trucs où Non, tu te dis là, je dois faire attention. non, non, non. Et si tes enfants se disaient, moi je veux être sportif professionnel, c'est quoi les conseils que tu pourrais leur donner? Est-ce que tu les encouragerais? Est-ce que tu leur dirais non, fais autre chose? Ou Je les accompagnerai, comme j'ai eu la chance d'être accompagné par mes parents. c'est vrai que c'est des choix qui doivent être portés par la famille, comme tu le disais, parce que sinon c'est très compliqué, quoi. Oui, mais il y a des jeunes joueurs que moi j'ai connus qui n'ont pas eu cette chance Tout à fait. et peut-être pas pu réussir. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve inacceptable pour le développement du sport et pour le développement de notre jeunesse. Et il faut, en tout cas, c'est une des missions de notre académie, c'est de donner l'opportunité à chacun, même si ils ne sont pas entourés ou n'ont pas la chance d'être entourés, que ce soit économiquement ou autre. Si tu devais changer une chose dans ta carrière, est-ce que tu as un moment phare ou pas nécessairement un regret, mais en disant, tiens, j'aurais voulu savoir si j'avais choisi ça, ce qui se serait passé, ou est-ce que tu as un moment où tu te dis, tiens, et si ça s'était passé, ça aurait peut-être changé plein de trucs. Non. Surtout, Non, parce que j'ai toujours bien réfléchi, parfois un peu trop, mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'ont aidé à objectiver toutes les possibilités et assumer les choix qui ont été pris. Donc, je suis convaincu que sur le moment donné, j'ai toujours pris les meilleures décisions, en tout cas pour moi. et si demain le basket s'arrêtait pour une volonté ou quoi, tu devrais faire autre chose? Bien sûr, je suis passionné par beaucoup d'autres choses. Maintenant, on a les capacités d'adaptation. Je pense que ça aussi, le basket m'a appris à m'adapter et à travailler pour combler les lacunes que j'ai certainement dans beaucoup de domaines. Donc, euh, Ben pas déjà vraiment. ici, ce que tu fais finalement, tu as appris un nouveau métier Et c'est passionnant. et ça n'a rien à voir avec ton métier de basketteur, mis à part que il y a le lien du basket qui est l'élément central. C'est en effet une grosse mise à niveau pour moi. Et ce qui me passionne et me donne vraiment envie de continuer à apprendre et à travailler pour pouvoir mériter aussi cette opportunité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter plus à toi qu'au Spirou sur le plan professionnel? C'est-à-dire que je vois plus le projet Spirou ou Dôme, enfin que moi personnellement pour l'instant. Donc
C'est juste me souhaiter que je garde le cap et que ma vision, ma stratégie pour le Dôme reste la bonne option. Alors, je t'ai envoyé un message il y a quelques jours, donc il y a un moment donné dans l'interview où on échange les rôles, où c'est toi qui, c'est l'invité qui pose une question. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à une question? Tu m'as dit, tu me prends un peu au dépourvu. Ouais, j'entends que tu aimes le basket, sauf erreur de ma part, je pense pas t'avoir vu un match de basket au Dôme. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Non, écoute, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai plus été. J'ai été beaucoup dans ma jeunesse. Après, je dois l'avouer, je suis plus football. Mhm. Donc, je suis plus souvent au stade qu'au dôme. Mais je pense vraiment que j'ai été perdu à un moment donné. Enfin, j'ai été perdu. Je ne me suis plus retrouvé dans justement cette philosophie des Spirou. Moi, j'étais basket du temps de Jacques Stas, David Dezy, comme tu dis, Ron Ellis, Witherspoon, Marcus Fayson. Et puis à un moment donné, là, j'y allais régulièrement et je pense que le dôme était à ce moment-là rempli. Enfin, il y Mhm. avait une autre ambiance. Et un peu, j'ai l'impression, comme tout le monde à Charleroi, on s'est un peu détaché des Spirou quand, ben, en gros, entre une saison et l'autre, si tu n'étais pas abonné, tu ne connaissais quasi... Il y avait peut-être un joueur que... Mhm. Allez, il y avait encore de temps en temps un ou deux joueurs qui restaient, mais c'est vrai que ce changement de truc, j'ai plus compris. Et donc, je me retrouve beaucoup plus dans ce que tu expliques, parce que j'ai toujours été convaincu que, bah, que le terreau, il était là. Et quand tu regardes autour de Charleroi, il y a très peu de clubs de basket. Mhm. Donc, enfin, voilà, donc c'est vrai que... Mais oui, honte à moi, il faudra que, il faudra que je retourne au dôme, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, il y a plus l'ambiance qu'il y avait avant et sans doute les résultats. Enfin, c'est aussi un cercle vicieux pour moi parce que les résultats, on a été mal habitués aussi avec les Spirou parce qu'on était champions. Enfin, Mhm. c'était contre vous. Ça a été une Ouais. année, je pense. Hein, Ouais, c'est ça. Ouais. c'était contre Pepinster, Ouais, ouais. donc voilà, c'est vrai que c'est... Non, mais l'histoire du Spirou est une vraie motivation, hein, parce qu'en effet, pendant beaucoup d'années, ils ont dominé le basket belge, donc, et c'est une vraie motivation pour nous, pour redevenir ce club, à ce niveau-là. Et comment enfin, est-ce que vous avez une stratégie justement pour aller rechercher les gens au-delà du... Enfin, je pense que la stratégie d'avoir des jeunes qui vont monter, ça va amener, parce que tu défends l'école des jeunes, tu vas voir l'école des jeunes, des choses comme ça. Est-ce que vous avez d'autres perspectives en vous disant, enfin, quand vous vous dites, il faut, euh, il faut aller chercher comment... J'ai pas d'idée, hein, c'est une vraie question. Parce que j'étais au Dôme pour un autre événement. L'outil est vraiment magnifique, quoi. Oui, oui, en effet. Donc, non, on a plusieurs idées. Je pense qu'on a des idées sur comment redonner de la visibilité en digitalisant un peu le Oui. produit. On a aussi des idées sur le ticketing et la billetterie, c'est-à-dire redonner une valeur à ces sièges où le Spiro historiquement a donné beaucoup de gratuité. Ici, nous, on veut redonner un peu une valeur et valoriser nos abonnés. Et puis, bien sûr, les jeunes, quand on parle de la partie élite, c'est important, mais surtout encore plus bas au niveau donner envie, à créer plus d'adhérents, faire des initiations, aller dans les écoles, parler de nous et du basket. Tout ça sont des promotions des événements qu'on doit s'investir. Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, Axel, c'est quoi ton break idéal? Quelle est l'activité qui te déconnecte complètement, où tu penses plus business, tu penses plus basket? Est-ce que tu arrives déjà à te déconnecter? Et si oui, en faisant quoi? Je déconnecte en étant avec ma famille et plus particulièrement avec mes enfants maintenant. C'est ton, c'est ton moment de déconnexion et de bonheur. Ouais, ouais, ouais. Je, J'ai de je, la chance. je comprends tout à fait. J'ai le même genre de moment de déconnexion. Ben écoute, Axel, merci. Merci beaucoup
d'avoir accepté cette invitation. Promis, on se reverra. La prochaine fois qu'on se Super. voit, ça sera au Dôme. Et je suis assez content d'avoir une bonne mémoire parce que tu sais que ça fait des années que je me pose cette question en me disant est-ce que mon souvenir est bon? Est-ce que c'était vraiment Axel Hervel qui jouait à Saint-Louis, qui nous avait quand même battu? Tu as été élégant en disant je vous ai pas battu facilement, mais on a quand même été, En tout cas, moi, bien battu. J'ai le souvenir où ça avait été difficile. Mais... Je pense qu'à Ransard, on avait une génération, c'était un peu une génération incroyable parce qu'on avait, je pense à ce moment-là, 3 ou 4 joueurs en équipe nationale. Pour un club comme Ransard, c'est pas, c'est quand même un petit club de base, une petite commune. Et on a été champion de Belgique une année, je pense l'année d'avant. Donc on était régulièrement en finale. Mais cette année-là, on était en finale chez nous. Tout ça se passait chez nous et il y a un Liégeois qui est venu nous battre. Saint-Louis, c'était déjà Liège. Saint-Louis Gretry, C'est ça. Et ben voilà, j'avais un bon souvenir. Ouais. Axel, merci. N'hésitez pas à partager, à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, partager, commenter et parlez-en autour de vous. Et on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. Axel, encore merci. Avec plaisir.